Mesdames, Messieurs, gens du plateau du district de Lormier, bonsoir. La rencontre va commencer dans quelques minutes. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. Alors, en attendant, je vais faire mes présentations. Je suis Philippe Sabourin, conseiller en communication pour la Ville de Montréal. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous servir d'animateur pour cette rencontre citoyenne. D'abord, merci d'avoir répondu à l'invitation pour en apprendre davantage, parce que durant cette session citoyenne, on va en apprendre sur le projet de réfection de la caserne 26. C'est la deuxième rencontre, puisque la première fois, si j'ai bonne mémoire, c'est le 23 novembre que vous assistiez à la première rencontre en vidéoconférence sur le projet de caserne 26 et sa réfection. Le but, c'est de faire un peu le suivi du projet avec vous, vous présenter l'état du projet, vous dire un peu quelles sont les prochaines étapes, et c'est surtout de répondre à vos questions. On va se garder du temps pour ça. Donc, c'est notre second rendez-vous. Pourquoi un deuxième rendez-vous? Bien, on sait qu'au conseil d'arrondissement, le projet a reçu de l'acceptation récemment. Donc, on vous donnera des nouvelles de ça. Et on va prochainement franchir une nouvelle étape, une étape importante, et nos interlocuteurs vont vous en parler. Donc, les présentations sont faites en français. But if you do have a question in English, feel free to write it down and we will be pleased to answer you in your mother language. Autant faire ça. Alors, pour ce qui est des principes de base d'une rencontre webinaire, c'est peut-être votre première. Alors, je vais vous guider un peu. Pour l'instant, sachez que vous n'avez pas de caméra et vous n'avez pas de micro. Alors, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. On aura une façon de communiquer avec vous parce qu'on a une période de questions. Ça va être important d'être à votre écoute et d'acheminer les questions aux bons intervenants. Pour ça, on va utiliser la plateforme Q&A que vous retrouvez actuellement au bas de votre écran pour ceux qui utilisent un ordinateur. Alors, en principe, vous retrouvez la formule Q&A pour questions pour l'animateur et je partirai avec mon baluchon poser la question aux bons intervenants. La rencontre est enregistrée. Alors, ce sera possible de le consulter par la suite ou de partager avec voisins et voisines du quartier. On va retrouver ça sur le site de la Ville de Montréal, /lieu, avec un X, /caserne 26. Comme ça, on ne peut pas manquer ça. Alors, le déroulement, d'abord, on va avoir le mot de présentation, le mot de bienvenue du maire de l'arrondissement du Plateau, M. Luc Rabouin. Et ensuite, on aura plusieurs intervenants à vous présenter, mais des courtes présentations. En fait, on a 4 personnes qui vont venir vous rencontrer. D'abord, Jean Bouvrette, qui est chef de division, lui, pour le SGPI. Mais M. Bouvrette, retenez qu'il va vous présenter l'historique, le contexte, et un peu où on est rendu au niveau des travaux. Ça va être suivi d'une présentation de Marie-Christine Lavallée. Puis on a hâte parce que Mme Lavallée, elle est chef de division culture et bibliothèque, puis elle va vous parler de la vocation au 3e étage. On va rencontrer aussi Pierre Delisle qui était là à la dernière rencontre. M. Delisle est architecte. Il va vous parler des plans qui ont été acceptés. Puis on va terminer avec une invitée surprise, Marie-Claude Chartrand, personnage super important parce que quand on commencera les travaux, Marie-Claude sera votre agente de liaison. Alors, c'est votre meilleur allié durant les travaux. Évidemment, on se garde du temps pour la période de questions. On a prévu une demi-heure. On souhaite terminer autour de 19h. Ça se peut qu'on ait un petit retard. Autour de 19h, ça devrait être complet. Dans la salle avec nous, 2 personnes importantes en arrondissement. Je vais inviter à joindre à moi Marianne Giguère, parce que Marianne Giguère, vous êtes conseillère de ville au district de Delormier, puis vous avez également une responsabilité au comité exécutif comme associé au transport actif. Hein. Je vous laisse vous présenter. Ben, merci beaucoup, M. Sabourin. Vous m'avez bien présenté. Donc, je ne prendrai pas plus de temps. C'est le maire du Plateau, M. Rabouin, qui va vous accueillir plus formellement, mais je voulais quand même souhaiter la bienvenue à tous les participants et les participantes et souligner que, désolée, que Josefina Blanco, ma collègue que vous allez rencontrer, et moi, on est toujours disponibles si vous avez des questions. Vous pouvez nous rejoindre facilement et on va vous répondre avec plaisir. Donc, bonne présentation. J'espère que ça va répondre à toutes vos questions. Merci. Je n'ai pas besoin de l'interpeller. Josefina Blanco, vous êtes là. Vous êtes conseillère d'arrondissement hein, dans le Plateau Mont-Royal. Oui, tout à fait. Comme Marianne vient de le dire, conseillère d'arrondissement dans le district de Lormier, donc coéquipière de Marianne Giguère
élu responsable du dossier de la culture. Donc, très hâte à cette deuxième présentation de la caserne 26. Marianne l'a dit, Luc Rabouin va vous parler tout à l'heure. On va voir plusieurs intervenants ce soir, mais autant elle comme moi, on demeure disponible pour répondre à d'autres questions, courriels, appels plus tard. Donc, merci d'être là, puis je nous souhaite à tous une bonne soirée. Merci, Mme Blanco. Bien, sans plus tarder, je vais tout de suite céder la parole au maire de l'arrondissement du Plateau, M. Luc Rabouin. Je vous cède la parole. Merci, M. Sabourin. Donc, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette deuxième soirée d'information sur un projet si important pour le plateau, le projet de la caserne 26, qui a eu son lot de difficultés, mais qui suit son cours et qu'on a bien repris le contrôle du projet. Et on est repris en main, en fait, le projet là, pour s'assurer qu'on livre la caserne 26 telle qu'on l'a présentée déjà la dernière fois, et avec un étage là, à vocation culturelle en plus qui est complémentaire à la caserne de pompiers. Une deuxième soirée d'infos parce que c'était très important. On a eu plusieurs demandes des citoyens, mais aussi pour les élus de l'arrondissement. C'est important pour nous de vous informer sur les suites du projet, compte tenu des difficultés qu'on a eues dans la première phase du projet. C'est important qu'on garde le contact, puis soyez bien au courant qu'on a le projet en main. Vous allez le voir ce soir, là, les choses avancent et que vous puissiez répondre, poser toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre. Donc, c'est un projet qui est piloté par le service de gestion et de planification immobilière de la Ville de Montréal. C'est M. Bouvrette là, qui va vous adresser la parole, qui est en charge du projet. Mais c'est un projet qu'on suit de près dans l'arrondissement, évidemment, parce que c'est un projet très, très important pour nous. Puis nous, bien évidemment, on est le contact avec les citoyens. Donc, je veux remercier là, tous les acteurs du service des immeubles et des différents invités que vous avez nommés d'avoir accepté notre invitation de venir présenter directement aux citoyens et répondre directement aux questions. C'est important, on est là pour ça et je vous souhaite une bonne présentation. Merci beaucoup, M. Rabouin. Bonne présentation à tous, à toutes, effectivement. Puis, vous m'avez devancé, j'allais signaler la présence de M. Jean Bouvrette. Mais avant, bonjour Jean. Bonjour. M. Bouvrette. Bon, juste avant de commencer, j'ai oublié de vous mentionner qu'on a une plateforme questions pour un animateur, ça c'est clair. Mais on n'utilise pas le clavardage pour la simple et bonne raison que moi, je ne pourrais pas avoir les yeux sur le clavardage et sur la question pour l'animateur. Alors, on s'en tient à question pour l'animateur, ça va être plus facile. C'est important d'avoir vos questions, qu'on puisse y répondre à la suite des présentations. Alors, Jean Bouvrette, vous êtes chef de division, projet, sécurité publique et espace pour la vie. J'ai envie de vous dire, vous allez nous parler du contexte de l'histoire, puis un peu où on est rendu. Alors, c'est à vous la parole. Merci, Philippe. Donc, on va commencer par la présentation. Bon, bien, bienvenue tout le monde. C'est la deuxième rencontre concernant le projet. On a des bonnes nouvelles. Ça l'avance, malgré toutes les aventures qu'on a connues, comme M. Rabouin a bien mentionné. Oui, il y a eu beaucoup d'aventures, mais on va voir le temps de prendre l'historique et de comprendre ce qui s'est passé. Donc, passons un peu à l'historique. Naturellement, le bâtiment date de 1901. C'est un bâtiment qui avait été construit pour accueillir l'hôtel de ville, multifonctionnel, ainsi qu'un poste d'incendie. Donc, c'est la seule fonction qui est restée, qui a perduré jusqu'à ce jour. 1999, probablement beaucoup d'entre vous ont vu eu un incendie en 1999 qui a endommagé l'édifice, au troisième surtout. 2015, il nous a fallu fermer la caserne compte tenu que la façade de pierre risquait de s'effondrer. Et de 2016 à 2018, donc, a été le départ de ce projet-là de réfection majeure, où il y a eu des plans de vie de fait en 2016, travaux de désamiantage et de stabilisation de la façade en 2016, et les travaux de rénovation majeure du bâtiment patrimonial s'est déroulé de 2017 à 2018. Naturellement, vous voyez ici à l'écran les photos de soutènement de la façade qu'il a fallu faire dès 2016. Et 2017-2018, vous voyez un peu les travaux. Il a fallu faire des travaux, ce qu'on appelle en sous-œuvre, compte tenu qu'il y avait des fondations de moellons. Ça a amené son lot de complexité.
Et vous voyez à droite la photo où c'est le démantèlement des pierres avec un plan de calpinage pour reconstruire la façade à l'identique. Donc, chaque pierre a été marquée sur un plan et sur la pierre pour pouvoir la reconstruire à l'identique. Si on continue l'historique, 2019, il y a eu la démolition du bâtiment en raison d'une détérioration avancée des murs massifs de pierre. Donc, il y avait un très grand danger. On a dépêché des experts parce que lors des débuts de démonter un peu le mur pour refaire la surface, il y avait un très grand risque d'effondrement sur les travailleurs. Donc, il a fallu faire un arrêt complet du chantier. Donc, beaucoup de monde se sont posé la question, comment se fait-il que nous en sommes là? C'est un peu les lois qui encadrent les villes, les lois et règlements qui encadrent les villes. Compte tenu de la situation, il a fallu mettre à terre les murs, démolir les murs. Ça a changé la portée considérablement des professionnels et des entrepreneurs. Et les lois qui régissent les villes nous obligent à mettre un terme, résilier les contrats. Autant l'entrepreneur que lui, il fallait qu'il fasse une pause sur son chantier, compte tenu que les plans étaient pour changer. Et les professionnels devaient recommencer complètement leur plan de reconstruction des murs et des structures pour pouvoir intégrer les nouvelles modifications. Donc, les lois nous obligent à vraiment résilier et de recommencer à zéro les mandats. Si vous regardez ici un peu une photo des murs massifs au centre, le mortier était désagrégé, il n'y avait plus de lien entre les briques, donc il a fallu les mettre à terre parce qu'il y avait un danger d'effondrement. Si on continue dans l'historique, 2020, c'est un nouveau projet de reconstruction de la caserne. Ça a été le début du mandat de la nouvelle des équipes professionnelles, qui est Archipel, dont Pierre Delisle va vous parler tantôt. Nous avons fait aussi un nouveau programme fonctionnel et technique qui tient compte des nouvelles normes en santé et sécurité des pompiers, parce que, bon, il y a toutes des nouvelles normes au niveau du travail des pompiers. Et naturellement, on a revu aussi tous les systèmes électromécaniques pour avoir un bâtiment beaucoup plus performant. Il y a eu des travaux temporaires sur le site afin de garder les lieux sécuritaires. Vous savez, vous avez vu des nappes d'eau. Donc, il y a une veine d'eau qui arrive dans le centre. Donc, il a fallu mettre des systèmes de pompage, mettre des clôtures. On a fait un habillage en collaboration avec l'arrondissement, avec la firme montréalaise Atelier en temps et en lieu, que vous avez vu sûrement en vous promenant autour de la caserne. Il y a eu des expertises qui ont été faites sur l'état des fondations et des sols existants compte tenu de l'approche de reconstruction de la caserne. Et vous voyez un peu l'habillage du territoire de la caserne 26, qui est très beau, qu'on va probablement conserver lors du chantier, s'en servir lors du chantier. 2021, où en sommes-nous en 2021? Le dépôt des plans préliminaires ont lieu en janvier dernier. Il y a eu présentation du projet au CCU et avis favorable avec recommandation en février du CCU. Et il y a eu une optimisation de l'aménagement du troisième étage, dont le CIM et le GPI, on s'est mis d'accord pour revoir l'aménagement et optimiser et permettre de libérer complètement le troisième étage pour des activités de l'arrondissement dont Marie-Christine Lavallée va vous parler tantôt. La remise des plans et devis avancés à 50% ont eu lieu en avril. Et depuis en avril, s'est joint à nous dans l'équipe une agente de liaison, Marie-Claude Chartrand, qui va vous parler tantôt. Vous allez voir son rôle, elle va vous l'expliquer. Je pense que je ne vois pas toute la présentation. « 2021, la suite. Prochain dépôt des plans et devis avancés à 100%, début juin. Donc, les plans, on va les avoir d'ici une semaine ou deux. Le lancement de l'appel d'offres public pour les travaux va se dérouler 2 juin. Et l'octroi du contrat pour le début des travaux est prévu au Conseil d'agglomération du mois de septembre 2021. Le début des travaux va s'effectuer en octobre pour les premiers travaux. De plus, on va travailler un plan de communication avec les citoyens. Donc, il y aura des avis, séances d'information, la présence d'agents de liaison sur le terrain en continu tout au long du chantier. Ce qu'on parle par le plan de communication, c'est qu'on pourra, à certaines étapes, faire un suivi avec vous, si le sont. Vous pourrez rester en contact avec notre agente de liaison. Et à ce moment-là, ça nous fera un plaisir de vous rencontrer pour discuter
s'il y a des choses qui vont avec le chantier ou pas, on va pouvoir par la suite se rencontrer à cet effet-là. Voici un peu la réalisation des travaux. Comme je vous dis, nous sommes octobre 2021. On prévoit commencer les travaux. Donc, ça va être la démolition de la structure d'acier. C'est le scénario qu'on préconise, démolition de la structure d'acier. On va faire une interruption des travaux en décembre 2021 compte tenu des défis techniques avec le gel pour reprendre les travaux de démolition de fondation et début de l'édification du bâtiment dès mars 2022 pour que ces travaux soient complétés à l'été 2023, la fin des travaux. Et par la suite, c'est la mise en opération d'un bâtiment, dont l'aménagement des équipes du CIM, vos aménagements pour les besoins de l'arrondissement, pour une mise en opération finale à l'automne 2023. Donc, ça termine ma présentation. Donc, merci. Merci beaucoup, M. Bouvret. C'est clair, limpide. J'ai beaucoup aimé la dernière diapo. On vous suit bien là, quand vous nous présentez ça. Merci. J'espère que ça a été aussi clair pour tout le monde. On le saura rendu à la période de questions. En attendant, si vous ne voulez pas, on va avoir besoin de vous tantôt, Jean. Merci beaucoup pour la présentation. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième intervenante. C'est Marie-Christine Lavallée, qui est chef de division, comme je vous disais, culture et bibliothèque pour l'arrondissement du Plateau. Puis elle va nous parler, j'en ai parlé un petit peu, vocation du troisième étage de la caserne 26. À vous la parole, Marie-Christine. Bonsoir à tous. Un mot donc à propos du troisième étage de la caserne 26. Troisième étage qui aura une vocation culturelle. Donc, c'est un grand espace lumineux d'environ 200 mètres carrés à l'usage qui peut être flexible. Vu la nature du lieu, on pourrait penser par exemple à des activités littéraires, à des conférences, des heures du conte, des lectures publiques, des activités de cette nature-là. C'est un lieu aussi qui va permettre l'accueil des citoyens, l'accueil de groupes scolaires ou autres. Donc, nous, on va procéder par une consultation auprès des citoyens du plateau pour connaître leurs souhaits relativement à l'usage culturel qu'ils veulent pour cet espace-là. On va également travailler en collaboration avec notre milieu culturel, avec lequel on est en dialogue constant. Et donc, une fois que les souhaits auront été recueillis auprès des citoyens, on va procéder par un appel de projet pour trouver un ou deux organismes qui pourront occuper et animer ce bel espace-là. Donc, voilà. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est limpide aussi, clair, belle présentation, merci. On s'en va du côté et de la présentation sera tout aussi juste celle de Pierre Delisle. Bonjour, M. Delisle. Vous êtes l'architecte qui a travaillé sur le projet. Vous travaillez avec la firme Archipel Architecture. Je ne me trompe pas? Oui. Puis quand on fait référence au travail que vous faites, est-ce qu'on pense au plan de vie ou juste au design final? Non, on pense au plan de vie complet, en fait. Nous, on est en charge de toute l'équipe. De tout ça, là. OK. Fait que si je vous donne la parole, on fait le tour du projet? On va faire un petit tour rapide. OK. Je vous donne 10 minutes. On vous écoute. Parfait. Est-ce qu'on va pouvoir voir la présentation? Ah, elle est là. Voilà, parfait. OK, merci beaucoup. Bon, ben effectivement, j'ai été présenté. Donc, moi, je suis architecte, je suis collaborateur. Pour répondre un petit peu plus précisément à la question de Philippe, là, je suis coordonnateur de l'équipe de professionnels qui a reçu le mandat de finaliser, si on veut, le projet de réfection de la caserne 26. Donc, je souhaite bonjour, bienvenue à tout le monde. Là. On ne vous voit pas. Je sais que vous êtes nombreux, je suis sûr. Je vais vous présenter rapidement l'état du projet, où il en est aujourd'hui. Pour ceux qui étaient présents à la dernière rencontre, à la rencontre du mois de novembre, vous allez constater que le projet n'a pas changé énormément. Il a évolué, mais l'essentiel du projet est resté le même. Les principaux ajustements depuis novembre sont surtout le traitement architectural de la tour et de la façade principale. Le reste, c'est des ajustements. Mais il y a eu aussi quand même un point important qui est celui finalement de consacrer l'ensemble du troisième étage à l'arrondissement. Mais globalement, c'est la même approche quand même que vous avez vu en novembre, ceux qui étaient là. Donc,
On appelle ça une nouvelle vie pour la caserne 26. En fait, là, on reconstruit effectivement un bâtiment, le bâtiment de la caserne 26, comme l'image que vous avez vue tout à l'heure. Donc, de façon générale, c'est une reconstruction du bâtiment avec le même volume, le même traitement architectural que le bâtiment d'origine. Le bâtiment va être occupé. Le projet comprend donc l'occupation par la caserne et l'occupation par l'arrondissement. C'est un projet qui vise une certification LEED. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est une certification environnementale là, qui témoigne des efforts qui sont faits pour limiter l'impact environnemental du bâtiment pendant la construction et pendant son opération. Attends un peu, il faut que je switch. Pardon. Donc, les travaux qui sont projetés, on a ici une autre vue là, de la vue des érables du bâtiment. Bon, je vais vous présenter sommairement les travaux, la séquence des travaux. Donc, il y a la démolition, comme Jean le disait tout à l'heure, on arrive à démolir les structures qui sont en place, la structure d'acier, les fondations de béton. Il y a une construction donc d'une nouvelle fondation, nouvelle structure d'acier. Reconstruction du bâtiment complet avec la volumétrie reprise du bâtiment d'origine. Il y a la construction d'une nouvelle tour d'angle qu'on voit un peu sur l'image, on reviendra un peu là-dessus, en fait, la tour d'angle va comprendre un ascenseur qui va desservir uniquement le 3e étage, donc l'étage utilisé par l'arrondissement. Le bâtiment, d'ailleurs, est aménagé en 2 zones distinctes complètement. Toute l'occupation caserne est complètement distincte de l'occupation par l'arrondissement. Les accès, les circulations, tout ça, ça fonctionne de façon distincte. Évidemment, là, comme c'est un bâtiment neuf, tous les systèmes électromécaniques vont être neufs et vont être performants pour répondre aux exigences environnementales. Quoi qu'on va réutiliser une partie des équipements qui sont existants, qu'on a déjà de l'ancien projet qui a été interrompu, donc on va les réintégrer au bâtiment. Enfin, l'aménagement, le projet comprend aussi l'aménagement intérieur de... Excusez-moi, je vois toutes sortes de choses. Le projet comprend aussi l'aménagement extérieur du terrain. En fait, pour reprendre un peu, pour présenter un peu le traitement architectural là, qui a été retenu, je vous rappelle en fait que c'est un projet qui a été présenté, et ça, c'est le projet tel qu'il a été retenu par le conseil d'arrondissement du plateau. Donc, il y a le revêtement de la façade principale qui est reconstruit à partir des pierres d'origine, comme disait Jean tout à l'heure. Contrairement au projet qu'on avait au mois de novembre, maintenant, on a proposé de reconstruire l'ensemble de la façade. Avant, il y avait comme une petite section qui était éliminée pour faire place à un hall d'entrée, une entrée un peu plus contemporaine. On a géré ça un peu différemment et on va reconstruire l'ensemble de la façade principale. Les autres façades vont être construites sur le même modèle que ce qu'il y avait à l'origine, mais avec des matériaux neufs. Donc, ça va être de la brique neuve et de la pierre neuve. Le toit mansard, les ornements vont être reconstruits aussi. Le toit mansard avec de l'ardoise, des ornements en bois peint, selon les profils des ornements d'origine, dont on a quand même pas mal de traces. Il reste même des éléments auxquels on va pouvoir se référer. Les portes, les fenêtres sont en bois, sont déjà existantes, ont déjà été construites dans le premier projet et on va les réintégrer. Les nouveaux matériaux qu'on va utiliser enfin, les matériaux qui ne sont pas des matériaux de remplacement, qui sont des nouveaux pour la nouvelle partie, comme la nouvelle tour, le principal qu'on va avoir en façade, c'est les revêtements de pierre. Donc, on reprend en fait à peu près le même matériau que la pierre d'origine. Ça va être la pierre calcaire qui va être utilisée, mais utilisée d'une façon contemporaine, c'est-à-dire en plaques de pierre et non pas en maçonnerie massive. Les autres éléments, ça va être du zinc et des revêtements de zinc et des revêtements d'acier atmosphérique. C'est de l'acier préoxydé, en fait pas préoxydé, mais qui s'oxyde et qui garde une patine intéressante et une texture assez riche. Entre la partie neuve et la partie qui s'inspire plus du bâtiment d'origine, il y a une bande vitrée qui va traverser de bord en bord de l'ajout qui va faire le lien entre la tour qui est plus contemporaine et le bâtiment d'origine. Comme vous voyez, c'est assez semblable à ce qu'on avait. Rapidement, je vais faire le tour des plans juste pour que le monde comprenne bien. Donc, on a le sous-sol qui comprend les locaux techniques, des locaux de décontamination qui est associé à la caserne uniquement. On a le rez-de-chaussée, donc on voit là un peu dans les tons d'orangé, ça c'est le secteur occupé par la caserne, et on voit en bleu ou en mauve dans le coin en bas le hall d'entrée public, en fait, qui lui va être consacré à l'accès au 3e étage.
Le deuxième étage, j'ai sauté un petit, je n'ai sauté une. Le deuxième étage, c'est des aires de vie pour la caserne avec une terrasse sur le toit qui est sur une partie du toit là, du rez-de-chaussée. Et enfin, le troisième étage dont parlait Marie-Christine tout à l'heure, Mme Lavallée, qui va être consacré à l'arrondissement. Donc, ça va être aménagé. Bon, il y a des locaux de service, des salles de toilettes, des choses comme des bureaux, cuisinettes, mais essentiellement, c'est un grand espace ouvert qui va permettre là, diverses utilisations, qui est vu en fait comme un espace polyvalent qui permet plusieurs usages. Enfin, à l'extérieur du bâtiment, comme tout l'ensemble du site va être aménagé, dans le coin, au coin des Érables et Mont-Royal, il y a une petite placette là, qui est aménagée, en fait, une surface dure avec un banc vis-à-vis l'entrée qui donne accès au hall et à l'ascenseur pour mener au locaux de l'arrondissement. Évidemment, il y a des surfaces dures pour les véhicules de la caserne, pour les accès, tout ça, mais la majeure partie de la surface est verte. Contrairement à ce qui avait été présenté en novembre, en fait, il n'y a plus d'espaces de stationnement qui sont prévus sur le site. Puis du côté droit, évidemment, à différents endroits, il y a des bancs qui sont intégrés, il y a des stationnements à vélo, ça c'est conforme au zonage et aux usages. Puis on a proposé aussi d'amener une petite voie de circulation piétonnière le long du bâtiment en prolongement de la ruelle. Là. À l'endroit où il y avait des stationnements planifiés au départ, on a profité d'espaces disponibles pour proposer une petite circulation piétonne qui continue en continuité avec la ruelle. Ça donne une bonne idée, en fait, je pense, du projet de ce qu'on va construire. Maintenant, comment on va le construire? En fait, là, je vous présente quelque chose, un scoop, mais en fait, c'est pas un scoop vraiment, c'est la façon dont, pour l'instant, on envisage d'exiger l'organisation du chantier de la part de l'entrepreneur. Je vous dis pour l'instant parce que c'est quelque chose qui est en discussion présentement avec les responsables de l'arrondissement. Je vais vous présenter sommairement comment nous, on l'envisage pour l'instant, mais je dirais c'est sous réserve. Là, tout ça va devoir être discuté, ajusté, planifié pour s'assurer de limiter l'impact du chantier. De façon générale, pour l'instant, notre approche, c'est d'avoir une enceinte autour du chantier qui soit élargie, en fait, qui comprendrait les trottoirs et le trottoir sur des Érables et le trottoir sur Mont-Royal et même peut-être une petite partie de la rue, de façon à ce que tous les travaux de l'entrepreneur se situent à l'intérieur de cette enceinte-là. Donc, les camions de livraison, toutes les activités se situeraient à l'intérieur de cette enceinte-là, qu'on clôturerait avec les belles clôtures de chantier qui ont déjà été faites. Donc, on va les garder, on va les réutiliser autant qu'on peut. On va en ajouter parce qu'il va en avoir besoin d'un petit peu plus, là, mais sur les rues, on va prendre ce qui est le plus intéressant. Ça impliquerait des déviations des trottoirs, des circulations piétonnes et peut-être aussi une déviation là, de la circulation sur Mont-Royal. Qui va peut-être limiter, en fait, à empêcher l'usage de quelques espaces de stationnement là, pendant la durée des travaux. Alors, c'est les stratégies qu'on envisage pour l'instant, comme je dis, qui vont être discutées et ajustées avec les représentants de l'arrondissement. Je mentionne aussi qu'évidemment, même on aimerait qu'on va même limiter l'enceinte du chantier à l'extérieur des zones où est-ce qu'il y a des arbres existants pour essayer de les conserver le mieux possible. En fait, c'est ça, ça présente le projet où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je me ferai plaisir de répondre aux questions que vous avez. Oui, ça serait un plaisir partagé parce que je vais animer la période dans 2-3 minutes. Merci beaucoup, Pierre Delisle, l'architecte. Merci pour la présentation. Une dernière personne, mais pas la moindre parce que ça va être un rôle important durant le chantier. Marie-Claude Charland, excuse-moi. Marie-Claude Charland. Tu seras l'agente de liaison, donc un point de chute vraiment important pour les gens du quartier qui veulent s'informer, puis en tout cas, qui vont avoir besoin d'être guidés durant le chantier. Je te laisse exprimer un peu quelques mots, puis ce serait important que tu nous racontes un peu c'est quoi pour toi là, le rôle de l'agente de liaison. Absolument. Merci beaucoup, M. Sabourin. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie premièrement d'être parmi nous ce soir. Donc, je me présente effectivement, Marie-Claude Chartrand. Donc, je suis agente de liaison pour le projet de la caserne 26. Donc, qu'est-ce qu'un agent de liaison? Mon rôle, ça va vraiment être d'assurer la communication entre vous, donc les riverains aux abords du chantier, et les intervenants des différentes équipes. Donc, on pense à la Ville de Montréal, le service de la gestion et de la planification immobilière, ainsi que l'entrepreneur, bien évidemment.
Donc, si vous avez des questions, des besoins particuliers, des commentaires, que ce soit par rapport au site d'intervention, à l'échéancier ou à la gestion de la mobilité, je vous invite à m'en faire part. Vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît présentement à l'écran. Donc, de mon côté, je vais transmettre l'information aux personnes responsables et on va tous ensemble chercher et trouver, évidemment, une solution. Donc, au même titre, je vais être celle qui va vous transmettre de l'information. Donc, que ce soit en distribuant des avis par courriel ou même en échangeant au téléphone si c'est nécessaire. Donc, vous allez toujours être avisé de l'évolution du chantier. Puis, en terminant, je vous mentionnerai que je vais être régulièrement sur les lieux à partir du début des travaux. Donc, pour s'assurer que tout est fait là, dans le respect de la Charte montréalaise des chantiers en termes de critères d'accessibilité, de sécurité et de mobilité. Donc, je vous remercie encore une fois. Je redonne la parole à mon collègue, M. Sabourin. Merci beaucoup, Marie-Claude. Alors, juste nous répéter ton adresse parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de le noter. Les gens vont le noter tout de suite. Oui, bien sûr. Donc, Marie-Claude, en fait, c'est Marie, vous devez mettre le tiret, pardonnez-moi, Claude.Chartrand avec un D à la fin, .ext, donc pour externe, à commercial montréal.ca. C'est vraiment gentil, merci. Merci plaisir. beaucoup de ta présentation, Marie-Claude. Ça va être super de t'avoir dans cette équipe projet, une belle équipe que vous avez rencontrée. Donc, essentiellement, bon, il y a d'autres intervenants, mais les 4 personnes que vous avez rencontrées ce soir dans cette rencontre citoyenne, cette rencontre d'information, hein, on le souligne, ils ont été à même de vous vulgariser un peu le contexte historique, les grandes étapes à venir. Je remercie les 4 intervenants qui ont pris pour ça la parole. Et puis, ils ont respecté leur temps, ce qui fait qu'il est 18h32 actuellement et qu'on a tout le temps voulu, le temps nécessaire pour passer à la période de questions. Je vais animer la période de questions. On va utiliser le bouton Q et A pour questions pour l'animateur. Et évidemment, je prends le relais à ce moment-là et j'adresse la question au bon intervenant. Je vous demanderai de ne pas poser plus que 2 questions. En principe, je vais limiter les interventions à 2. Ça, c'est pour donner la chance à tout le monde de pouvoir poser des questions. Alors, je vais limiter les questions par visiteur ou par personne qui assiste à la rencontre. On va traiter également des questions reçues à l'avance. Il y a des gens qui nous ont écrit à l'avance, qui nous ont posé des questions, qui sont présents. On va répondre à vos questions et on tâche de prendre le plus de questions possible. L'usage dit on fait ça en rafale. On va essayer de faire ça de cette façon-là. Et je tiens à saluer le travail de Catherine Piazon et des régisseurs qui me donnent un bon coup de main pour animer cette rencontre-là. Alors, je vais prendre la première question. On pourrait peut-être y aller avec une question reçue à l'avance parce que j'ai vu que vous êtes présent, Monsieur Richard, Yves Richard. Vous êtes avec nous. Merci d'être là. Vous nous avez posé une question que je trouvais très intéressante. Il y a des graffitis qui ont été apposés sur la toile, l'habillage de chantier. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour retirer ces graffitis-là? Je ne sais pas, peut-être Marie-Claude, tu pourrais revenir avec moi. Marie-Claude, juste au niveau des signalements de graffitis, est-ce que tu as un mot d'ordre, toi en particulier, ou c'est-tu le genre d'affaires que tu peux régler comme agent de liaison? C'est certain que s'il y a de nouveaux graffitis ou du grabuge qui est fait sur le site de façon générale qui peut poser problème, que ce soit au niveau de la sécurité des gens, des familles qui vivent là. Donc, bien évidemment, vous pouvez m'en faire part et moi, je vais transmettre l'information et on va s'assurer qu'on apporte les correctifs nécessaires. Oui, merci, M. Richard. On l'a noté, on va aller regarder. Ce que vous auriez pu aussi faire, utiliser votre téléphone intelligent avec l'application Montréal, Service aux citoyens, puis on peut signaler comme ça des graffitis. C'est vrai pour l'habillage à Caserne 26, comme ailleurs. Là. Donc, on sait que c'est une problématique, on est à votre écoute, puis on va donner suite. Marie-Claude, elle, pour ce qui est de l'habillage de chantier, elle va faire le suivi directement avec vous. Donc, on va aller dans les questions reçu du public. Alors, je vais essayer de trouver une question. Voilà. Alors, oui,
Je la trouve intéressante, cette question-là, parce qu'on sait que la vocation, c'est surtout pour le service des incendies de Montréal. Et on se demande combien de véhicules, combien de camions du service des incendies on va être capable de loger à cette enseigne. Peut-être que la question pourrait être posée à Jean Bouvrette. Jean, serais-tu en mesure de nous donner une indication du nombre de camions du service des incendies on pourrait mettre là? Sur le plan présenté par l'architecte Pierre, il y a 2 camions d'installés dans la caserne. Merci. Alors, 2 camions. Donc, on a une question maintenant reçue en direct de Lucie. Quel est le numéro de téléphone et le numéro de poste de l'agent de liaison? On vous a donné son courriel pour l'instant. Marie-Claude, je présume que dans les prochaines semaines, on pourra transmettre ton numéro de téléphone. Absolument. En fait, je peux vous le transmettre à l'instant, mon numéro de téléphone de travail, bien évidemment. Il n'y a pas de numéro de poste, donc vous pouvez simplement, si vous êtes tous prêts à rédiger, donc vous pouvez composer le 438-507-6321. Donc, je répète, le 438-507-6321. Voilà, je l'ai noté moi aussi. Alors, c'est parfait. Ça vient de rentrer dans nos carnets d'adresses. Merci beaucoup pour la question. Question maintenant. Je n'ai pas le nom de la personne qui la pose, mais question sur la station Bixi qui est située sur la rue Désérame. Donc, est-ce qu'elle sera enlevée durant les travaux? Puis, si on enlève la station de Bixi pendant les travaux, on va-tu être capable de la relocaliser au moins dans le secteur? Je ne sais pas, Jean, j'ai comme l'impression que c'est à toi que je dois poser la question. Malheureusement, je ne possède pas la réponse pour le Bixi. C'est un point qu'on va prendre avec l'équipe pour voir, pour discuter avec l'équipe de Bixi pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ou Pierre Delisle a la réponse parce qu'il l'a adressé. Pierre, as-tu l'élément de réponse, toi? Je n'ai pas de réponse très précise pour savoir lesquels. Pour l'instant, on n'a pas pris contact avec l'équipe de Bixi. Mais effectivement, c'est presque sûr que le chantier va empêcher l'usage de la station de Bixi à l'endroit où elle est présentement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'options qui permettent de conserver ça à proximité d'un chantier aussi important de façon sécuritaire. Maintenant, il reste à voir si Bixi, j'imagine qu'ils ont d'autres options, mais pour l'instant, on n'a pas pris contact avec eux. OK. Donc, on prend l'engagement de faire le suivi avec Bixi, puis de voir relocaliser cette station-là, autant faire se peut. OK, mais on va faire un suivi. Merci beaucoup pour la question. Très utile. Claire Beaulieu nous écrit, elle nous pose la question suivante. J'aimerais avoir plus d'informations concernant le fait qu'après des mois de travaux, la caserne a dû être démolie. Donc, c'est vrai qu'on a eu une présentation rapide au niveau historique, là, mais on va prendre le temps, Claire, d'y répondre. Puis je pense que Jean Bouvrette, là, vous êtes capable de nous répondre pourquoi on a dû, malgré les efforts de décontamination, on a dû arrêter et démolir l'existant. Vous l'avez évoqué tantôt, Jean, mais on reprend le temps de vous écouter. Lors du chantier, lorsque l'équipe de l'entrepreneur a commencé à défaire, parce que le projet demandait de refaire la surface de briques extérieures, parce qu'un mur massif, c'est 3 à 4 rangs de briques entrecroisées. Le projet comportait d'enlever le rang extérieur de briques et de reconstruire, mais du moment qu'ils ont commencé à y toucher, tous les rangs de briques à l'intérieur sont mis à vibrer et partout sur le deuxième étage aussi. Donc, l'entrepreneur a levé un drapeau de danger de santé et sécurité imminent et d'effondrement de murs. Donc, on a dépêché des experts pour continuer à faire des percées exploratoires un peu partout pour réaliser que le cœur du mur ne se tenait plus et qu'il y avait vraiment un danger. Donc, il a fallu démolir complètement. Et comme j'ai expliqué lors de ma présentation, les lois Cité-Ville qui nous encadrent du moment qu'on change une portée dans un projet de façon considérable. Donc, prenez en compte que lorsqu'on doit démolir les murs en urgence, on doit recommencer complètement les plans des murs parce que ce n'est plus les mêmes murs.
Donc, l'entrepreneur devait complètement arrêter son chantier et se démobiliser. Donc, on parle de frais considérables et la loi avec les affaires juridiques de la Ville nous impose ou nous oblige par la loi de mettre un terme à ce contrat-là. Donc, il a fallu mettre un terme. Et c'est de même pour les professionnels, il fallait qu'ils recommencent tout leur plan. Donc, c'était dans la même situation. Malheureusement, dans les milieux municipaux, c'est les règles. Donc, il a fallu aussi recommencer le tout avec une nouvelle équipe de professionnels. Merci beaucoup, Jean. Si vous me permettez, je ferai un petit retour en arrière et j'irai voir du côté du service des incendies parce que j'ai une sous-question au nombre de véhicules qu'on va retrouver dans la caserne. Je ne sais pas si on est capable d'avoir avec moi Alexandre Mizoguchi. Monsieur Mizoguchi, vous travaillez pour le service des incendies. On me dit que vous pourriez peut-être nous préciser, quand on dit 2 véhicules, là, c'est-tu 2 camions échelle ou ça pourrait être 2 types de véhicules différents? Non, ce qui est décidé, ça va être un véhicule autopompe qui va être en permanence à la caserne 26. Un véhicule autopompe, c'est celle qui a l'eau qui va faire les premières attaques. Par contre, la caserne 26, elle a été pensée à avoir une deuxième baie. Elle va servir aussi de caserne d'accueil. Vous n'êtes pas sans voir, les casernes 26, les travaux et les réparations, il y en a plusieurs casernes qui les vivent et on doit relocaliser nos camions dans différents endroits. Et la caserne 26, elle a été pensée à recevoir un deuxième camion dans un cas de besoin de fermeture de caserne et relocaliser un camion. Donc, occasionnellement, la caserne 26 va avoir 2 camions, mais en permanence, elle va avoir un autopompe qui va protéger le secteur. Puis l'autopompe, qui est important de mentionner, répond aussi aux appels de premiers répondants. Donc, elle a double usage, l'autopompe. Fait que c'est l'utilisation de la caserne en termes de véhicules. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment précieux de vous avoir avec nous autres. Comme ça, on a une réponse vraiment qui a été très complète. J'envoie des bons mots aussi à Yves Richard qui nous dit « La toile a été changée ce matin, donc le problème de graffiti, réglé. » On est rapide, mais ça, c'est mon commentaire éditorial, quand même. Merci beaucoup. Il y a Normand Simoneau qui nous demande... D'abord, il y a des mots de félicitations. Alors, je ne suis pas seul à le dire. Hein. Il vous dit bravo pour ce projet. Donc, on transmet le mot à l'équipe projet. Bon, alors pourquoi la tour ascenseur n'est pas harmonisée avec la structure principale? Tantôt, Pierre, tu nous as parlé d'une séparation qui était vitrée entre les deux, je pense, entre la tour où on retrouve l'ascenseur, la tour d'angle et le reste du bâtiment. Donc, c'est ce qui questionne Normand Simoneau. Donc, pourquoi ce n'est pas harmonisé? Il y a l'impression que ça souligne comme un clivage. Peux-tu nous en dire davantage, Pierre? Pierre Delisle. Merci. C'est une bonne question. C'est toujours un défi quand on a ajouté des éléments contemporains sur un bâtiment qui a un caractère patrimonial. En fait, dans ce cas-ci, dans une reconstruction qui a un caractère patrimonial. Il y a plusieurs choix, il y a plusieurs orientations qu'on peut prendre. Il y a quand même aussi, il y a des principes aussi qui s'appliquent en général là, dans la façon dont on intervient avec un bâtiment qui a un caractère particulier. Dans ce cas-ci, on reconstruit un bâtiment, j'allais dire presque à l'identique, mais la partie qui n'est pas identique ou qui est complètement neuve et qui, en fait, qui n'était pas à l'origine du bâtiment, on a choisi, pas nous seulement, parce que c'est des parties qui avaient été prises déjà longtemps avant qu'on intervienne dans le dossier, on a choisi de le traiter de façon contemporaine. Donc, le fait qu'il y ait un traitement contemporain annexé, si on veut, à un bâtiment qui a un traitement plus historique, c'est un choix qui a été fait il y a déjà plusieurs années. C'est un choix qui est assez solide quand même, qui se justifie d'un point de vue des interventions sur le patrimoine, où est-ce qu'on cherche quand même normalement à différencier les éléments qui sont neufs des éléments qui sont plus d'origine. Bon, enfin, là, dans ce cas-ci, il y a quand même eu un choix qui a été fait, là, que le bâtiment global, on reprenait la volumétrie d'origine. Et le bâtiment neuf, la partie neuve, en fait, nous, on pense qu'elle s'harmonise, dans le sens qu'on
D'ailleurs, par rapport au projet qui était déjà développé, on a diminué le volume de la tour, on l'a même dissocié un petit peu du bâtiment, justement pour marquer la différence entre les deux. On pense que ça va s'harmoniser avec des matériaux qui sont compatibles, qui sont semblables, mais traités de façon différente. Comme on disait, effectivement, il y a une séparation entre les deux qui, je pense, va être intéressante parce que, contrairement au premier projet qui avait été développé, cette séparation-là va être transparente, c'est-à-dire qu'il y a du vitrage des deux côtés. On ne l'a peut-être pas très bien vu sur les images, mais il y a du vitrage des deux côtés, donc une certaine transparence. C'est des souhaits d'ailleurs qui avaient été faits, qui avaient été exprimés lors de la première rencontre avec les citoyens, puis aussi avec les gens du CCU avec lesquels il y a un travail qui a été fait. Donc, enfin, je dirais que l'harmonisation, bon, c'est un concept qui n'est pas très, très facile à définir, mais globalement, c'est la stratégie qui a été retenue. Je trouve ça intéressant que tu nous apportes ces éléments-là, mais j'aurais aimé ça qu'on le voit peut-être visuellement. Mais es-tu capable de le revoir sur ta présentation? Je te prends le cours. C'est moi qui ai le contrôle de ça, par exemple. On peut faire la demande. Il y a le dieu de la régie ou la déesse de la régie, je ne sais pas, mais ils peuvent probablement nous remettre un peu ta présentation. Puis après ça, on va te donner le contrôle. Ça aurait été le fun qu'on le voit. On essaie ça. OK, Pierre? Vas-y. Moi, Ah, voilà. En fait, voilà. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter, mais effectivement, c'est toujours un petit défi. Puis là, nous autres, on l'a vu comme ça, c'est-à-dire que, pas juste nous, en fait, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu comme ça, c'est-à-dire il y a un élément distinct qu'on relie au bâtiment existant avec certains rappels, comme les matériaux, la même pierre, mais une volumétrie qui est réduite par rapport à d'autres choses. En fait, une volumétrie qui se marie à l'existant et qui se subordonne aussi, là, qui est quand même, malgré le fait que c'est sur le coin, qui n'est pas plus haut que le bâtiment, qui tente en tout cas de laisser toute la place à la façade d'origine. C'est vraiment la façade d'origine qui est l'élément spectaculaire, je dirais, de ce projet-là, là, et que le traitement du volume à côté, du nouveau volume, se veut enfin un peu distinct et subordonné au bâtiment d'origine. Donc, c'est harmonieux. C'est la stratégie d'harmonisation, en tout cas. Oui, ben oui, effectivement. Merci beaucoup, Pierre, de nous l'avoir exprimé, expliqué. On y va avec une autre question. Et je vais probablement, oui, ça va être Jean Bouvrette que je vais interpeller parce que Lucie nous pose la question suivante. La date finale qui va déterminer qui sera l'entrepreneur. Donc, je comprends que là, on s'en va en appel d'offres. Tu nous l'as dit, Jean, tantôt. L'appel d'offres juin, puis après ça, tu vas avoir l'ouverture des enveloppes. Je pense que c'est comme ça que vous l'exprimez dans le jargon. C'est à partir de ce moment-là que vous allez savoir qui sera l'entrepreneur. Es-tu capable de te commettre sur une date plus précise que ça? Jean Bouvrette. Donc, lorsqu'on fait des appels d'offres publics dans le domaine municipal, il y a des règles. On publie en juin, donc c'est prévu à la mi-juin. Les dates précises, là, je ne sais plus tout à fait les dates. Donc, on doit publier autour de 20 jours, 20 quelques jours. Naturellement, lorsqu'on publie l'appel d'offres, vient des questions des entrepreneurs sur les détails de construction, des choses comme ça. Parfois, on est obligé de reporter pour répondre à toutes les questions, laisser le temps de faire leur calcul de prix. Normalement, l'enveloppe est prévue d'être ouverte avant les vacances de construction, mais il se pourrait qu'elle soit reportée au retour des vacances de construction parce que dépendant des questions que nous aurons des entrepreneurs. Mais normalement, la date limite qu'on se donne, c'est de début d'août pour pouvoir préparer tous les dossiers et documents pour suivre le processus d'octroi de contrat qui vise le conseil d'agglomération du mois de septembre, qui est, je crois, il faudrait vérifier la date, là, mais c'est toujours les jeudis, troisième jeudi du mois environ. Puis en sous-question, ça s'en va au conseil d'agglomération parce que la sécurité des incendies, ça relève de exact. Le processus d'octroi d'un contrat de ce type-ci, le service des incendies est un service d'agglomération sur l'île de Montréal. Donc, il doit passer au comité exécutif, conseil municipal pour une recommandation et ensuite suit au conseil d'agglomération pour approbation parce que c'est une répartition de coûts sur l'île de Montréal pour ce type de projet-là, dont c'est un service d'île de Montréal, service d'agglomération.
Merci beaucoup de la précision, Jean. La prochaine question, puis je vais tout de suite dire à Alexandre Mizoguchi que je vais avoir besoin de lui, parce que la question qu'on a reçue, c'est, qui est pertinente, où les employés qui vont travailler à la caserne 26 vont se stationner. La personne nous dit, ben, est-ce qu'ils vont avoir des vignettes pour se stationner dans les rues du quartier? Et combien de véhicules, combien d'employés il est question? Là, on exclut dans les 2 véhicules dont on parlait tantôt. J'imagine qu'on fait référence aux véhicules personnels. Ben, je vous écoute. Oui, à la caserne 26, étant donné qu'il y a un véhicule, c'est 4 employés qui occupent ce véhicule-là. Donc, on a 4 véhicules au maximum personnels. Présentement, nous sommes en discussion avec l'arrondissement pour déterminer exactement, il nous reste quand même un certain temps pour établir, mais il y a des solutions qui sont en discussion pour accommoder d'une certaine façon. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que fournir un stationnement, c'est qu'il y a des enjeux de remplacement de caserne et d'équipement. Les employés doivent transporter leur véhicule. Les employés sont 24 heures dans une caserne. Donc, de demeurer sur la rue avec stationnement payant ou quoi que ce soit, il y a des enjeux. Donc, on est à voir et à réfléchir sur des solutions. Il y a déjà des propositions, mais ça va s'officialiser plus dans le temps là, sur comment les employés, avec leur véhicule personnel, vont pouvoir se stationner à proximité de la caserne. En gros, on est rendu là jusqu'à présent. Et dans les autres casernes, en général, les employés, j'imagine, qui n'ont pas de vignettes, là, les S3R, si je me souviens bien, là, les vignettes réservées pour les hommes. Je ne connais pas le terme pour les vignettes, mais certaines casernes ont des endroits qui ont des stationnements d'inclus, d'autres non. Okay. Ça dépend des environnements autour de la caserne, s'il y a une possibilité ou non d'offrir un stationnement. Et s'il n'y a pas de possibilité, on essaie de trouver des solutions avec les autorités locales, comme on fait en ce moment avec la caserne 26. Super, merci beaucoup de la précision. Bon, Lucie, j'avais dit 2 questions par personne, mais on va faire une petite exception. Je vais prendre la prochaine question que vous nous avez posée. Ça va me faire plaisir de l'adresser au bon intervenant. Donc, votre question, Lucie. Avez-vous un plan de préservation et de plantation de nouveaux arbres? Bon, vous faites référence à un érable qui a dû être abattu. Il était au coin de Désérable et Mont-Royal. Jean Bouvrette, peut-être, pourrait nous renseigner. Est-ce que dans le projet de construction, Jean, il y a des arbres qu'il va falloir transplanter, retirer, abattre? Et est-ce qu'il y a un lien entre l'érable et le projet? Oui. Ça va être à Pierre-Delisle dans l'aménagement paysager qui est prévu, qui peut répondre. Ah, OK. Merci. Donc, on utilise le reflet. Est-ce que le jeu du miroir pour t'envoyer ça? Pierre? Est-ce qu'on peut avoir encore une diapo de la présentation? Voilà. Ben, écoutez, à ma connaissance, là, actuellement, sur le site de la caserne, il ne reste aucun arbre. Tout avait été enlevé lors du précédent projet. Donc, nous, on prend un site qui est un champ de bataille un peu. Il y a des arbres sur rue qui vont être protégés du mieux possible. Ça ne pose pas de problème. Et il y a plusieurs arbres qui sont proposés. D'ailleurs, il y a plusieurs arbres qui sont proposés par notre aménagiste, notre architecte du paysage, là, comme on peut voir sur le... Je dirais, très honnêtement, je ne suis pas au courant, je ne me rappelle pas par cœur de chacune des essences qui sont représentées là-dessus, mais chacun des ronds qu'on voit sur le dessin, c'est un arbre. Les gros ronds, c'est des arbres avec des assez grosses couronnes. Donc, c'est sûr qu'avant de redonner l'ampleur, de redonner des arbres qui avaient la valeur. Je pense qu'il y avait un arbre très intéressant imposant au coin de la rue qui a été enlevé dans le projet précédent. C'est sûr qu'un arbre de 50 ans, ça ne se remplace pas en 2 semaines, mais il y a plusieurs arbres qui sont prévus. En fait, je vous avoue qu'on en met à peu près autant qu'on est capable. Est-ce que j'imagine que ça répond à la question? Moi, j'ai particulièrement aimé le « on en met autant qu'on est capable ». Mais on le voit qu'il y a un souci là, de rajouter de la verdure. Hein? Ça va faire partie du projet. Et des arbres aussi. On comprend que dans le milieu urbain, les arbres sont des choses très importantes. Donc, il y a toute la bande. J'ai peut-être été un peu expéditif dans mon autant qu'on est capable, mais il y a toute la bande le long de
la circulation piétonne. Il y a les arbres aussi le long des érables, comme on pouvait voir, qui sont des arbres qui vont avoir des grosses couronnes, qui vont devenir à terme des arbres qui vont avoir un certain impact là, dans le milieu. Merci beaucoup. Mais reste là parce que j'ai reçu une autre question qui s'adresse à toi. En tout cas, je présume. Donc, Louis qui nous dit, ben, à un moment donné, on l'a vu tantôt avec Jean Bouvrette, là, il a fallu réaliser que le bâtiment existant, il n'était pas récupérable. Il y avait des enjeux que Jean a nommés. Pourquoi on n'a pas été vers un bâtiment 100% contemporain? C'est ce qui se demande. Puis ça rejoint beaucoup de questions qu'on a reçues à l'avance. Des gens comme Robert Asselin, France Jacob se demandaient à peu près la même question. Pourquoi faire une copie de quelque chose qui n'existe plus? Je pense que ça reflète un peu ce que Louis demande. Peux-tu nous exprimer l'importance de tenir compte du patrimoine bâti? C'est une bonne question. C'est un peu une question piège. C'est sûr qu'il y a eu tout un historique au projet qui a amené des décisions. C'est des décisions qui sont prises depuis longtemps, qui ont été prises. Moi, je vous dirais qu'en fait, là, ce que je fais là, c'est que je vous défends des décisions qui ont été prises bien avant qu'on soit impliqué dans le dossier. Je sais qu'il y a toujours, quand on travaille dans un bâtiment comme ça, il y a toujours, bon, il y a une séquence, c'est-à-dire qu'au départ, il s'agissait d'un projet de rénovation du bâtiment. Quand la rénovation s'est avérée impossible, c'est vraiment l'orientation de la reconstruction qui a été retenue pour faire un projet qui était le plus proche possible du projet original. Est-ce que sachant ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce que d'autres décisions auraient été prises par d'autres groupes antérieurement? Peut-être. Mais pour l'instant, c'est des décisions qui ont été prises, ça, au fur et à mesure, en respectant aussi des demandes. Il y a quand même plusieurs personnes, plusieurs groupes de pression qui tiennent à ce que le bâtiment conserve enfin la valeur qu'il avait. Ce n'est pas, à mon avis, un mauvais choix. Comme j'en ai déjà parlé lors de la précédente rencontre, en matière de conservation de bâtiments comme ça, de reconstruction, il y a plein de choix qui sont possibles. Il y a eu plein de discussions là-dessus. Mais l'option, je peux juste dire qu'en fait, que l'option de conserver la volumétrie et de pouvoir réintégrer les éléments d'origine qui ont été conservés, même s'il y en a seulement une partie, la façade de pierre, ça a vraiment été le choix qui semble avoir fait consensus au sein des gens qui avaient des décisions à prendre. Ça a été ça qui a été proposé par les équipes professionnelles. C'est ça qui a été appuyé aussi par les différentes instances de l'arrondissement. Et puis, c'est ça qui a fini par être accepté au conseil d'arrondissement. Donc, c'est le résultat d'un processus. Comme tout le processus, c'est sûr, si on leur recommençait à zéro aujourd'hui, on pourrait peut-être penser que le résultat serait différent. Mais il a été mené avec beaucoup d'intervenants, beaucoup d'attention, beaucoup de professionnalisme. Puis, on arrive à un résultat, moi, avec lequel je ne suis pas mal à l'aise, en fait, là, parce que ça se tient quand même. Là. Écoute, tu as raison d'être fier de ce projet-là, parce que oui, il y a des notes contemporaines, en même temps, il y a tout un rappel de l'importance du patrimoine. Puis ça, c'est pas rien. Coup de chapeau pour tous nos panélistes ce soir. Je veux particulièrement remercier Jean Bouvrette. Jean, merci beaucoup d'avoir été là. On a pu faire le tour ensemble du projet. Ça a répondu à plusieurs questions. Tu vas être bientôt libéré, mais merci beaucoup de ta présence, de ta concision, de ta façon d'expliquer simplement les choses. Marie-Christine Lavallée, au niveau des bibliothèques culture de l'arrondissement, merci infiniment de votre présence. On a très hâte de suivre l'évolution de la vocation qu'on va donner au 3e étage. Vocation littéraire, hein? C'est ce qu'il faut obtenir? Ce sera aux citoyens de nous l'exprimer. On fait alors écoute. Merci beaucoup, M. Delisle, architecte de chez Archipel Architecture. Pierre, merci infiniment de votre présence. Ça nous fait toujours plaisir. Ça nous fait toujours plaisir de présenter notre travail. On travaille sur des bâtiments qui ont un impact public et c'est toujours intéressant de pouvoir le présenter et de partager. C'est bien pour nous d'être là et de vous écouter parce qu'on comprend mieux maintenant. Puis Marie-Claude Chartrand. Marie-Claude, c'est le début d'un beau contrat comme agente de liaison. Les gens ont pris tes coordonnées. Peux-tu nous répéter ton numéro de téléphone? Absolument. Donc,
ça va être dans le 438-507-6321 pour le numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas encore une fois à me contacter, soit par téléphone ou par courriel. Si je ne suis pas en mesure de vous répondre, je vais le faire dans un délai là, d'au plus 48 heures, c'est certain. Puis, je vais vraiment assurer un suivi avec vous là, tout au long, donc autant en amont, pendant la réalisation des travaux et même au moment là, de la réflexion permanente, on va pouvoir encore discuter ensemble. C'est génial. J'avais aussi noté qu'on a ton numéro de téléphone. J'aurais aimé ça qu'on reprenne ton adresse courriel. Peux-tu le faire? Absolument. Ça va être marie-claude.chartrand.ext@montréal.ca. Exactement. Il ne faut juste pas oublier le petit trait d'union. Donc, marie-claude.chartrand.ext ensuite @montréal.ca, effectivement. Tu as des bons mots de Linda Lavallée qui était présente ce soir avec nous. Puis je pense que Mme Lavallée voit l'importance du rôle que tu vas jouer comme agente de liaison. Parce que tu vas livrer, oui, tu vas livrer des réponses, des solutions concrètes. On te souhaite un beau début de mandat et on comprend qu'on peut compter sur toi dès maintenant. C'est déjà le temps de vous remercier pour votre présence. Franchement, l'équipe projet, c'est une équipe qui avait à cœur de cette rencontre, de tenir cette rencontre citoyenne-là, une session d'information qui était vraiment importante. On a peut-être une dernière intervention avant que je clôture, parce que je pense que Jean Bouvret a un élément complémentaire à sa présentation. Parce qu'on parlait de Mme Lavallée. Je pense que Jean... Mme Vallée. Mme Vallée, oui. Tu connais Mme Vallée? Linda Vallée, de son. Oui. C'est parce que Mme Vallée nous avait fait part de ses préoccupations versus un chantier de construction. Donc, je sais que Mme Vallée a accepté un mandat avec mon équipe de faire partie d'un petit comité avant qu'on publie les documents d'appel d'offres pour connaître leurs préoccupations. Quelles étaient des clauses, on peut rajouter des clauses pour encadrer certaines préoccupations qu'on pourrait adresser avec l'entrepreneur pour avoir ce qu'on appelle un chantier qui s'harmonise bien avec le voisinage. Naturellement, c'est un chantier, c'est jamais facile. Et on cherche une autre personne. Si une autre personne veut se joindre avec Mme Vallée, ça ne sera pas de longues rencontres, mais c'est pour pouvoir échanger sur vos préoccupations, trouver des solutions et pouvoir les intégrer dans nos documents d'appel d'offres avant publication. Et d'autre part, éventuellement, comme j'ai dit, il y aura éventuellement des rencontres tout au long du chantier pour s'informer et discuter avec vous sur l'évolution du chantier. Donc, merci. Merci de la précision. Donc, s'il y a un volontaire encore ou un ou une volontaire, c'est un choix que vous donnez. Puis, dans le fond, vous autres, avant de lancer votre appel d'offres, c'est au moment de lancer l'appel d'offres que tu as besoin d'avoir des clauses très claires. Oui, ce qu'on veut faire, c'est faire des rencontres prochainement, des petites rencontres pour écouter les préoccupations, discuter, trouver des solutions avec nos professionnels et d'intégrer ça dans les documents pour publication dès le mois de juin. Donc, ce n'est pas des longues séances et on peut trouver des périodes qui vont permettre aux gens d'y assister, mais c'est des petites rencontres d'une demi-heure, 1 heure. Ça va peut-être être 1 ou 2. Bon, on cherche une autre personne pour aider Mme Vallée dans ce dossier-là. Donc, ça serait important. Comme ça, on pourra l'adresser dans nos clauses avec notre entrepreneur. Puis, on est intéressé, on écrit... À Marie-Claude, notre agente de liaison. Parfait. Donc, s'il vous plaît, toujours Marie-Claude va être notre agent de contact. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, parce que je pense que Marie-Claude était à la recherche d'une autre personne, donc, n'hésitez pas, écrivez si vous voulez vous impliquer. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer et échanger sur vos préoccupations pour le chantier. Merci à tout le monde. Puis juste un dernier rappel, la présentation a été enregistrée. Ça va être disponible sur le site de la Ville de Montréal. Donc, c'est ville.montréal.qc.ca /lieu au pluriel /caserne 26. On n'hésite pas à partager avec voisins, voisines qui n'ont pas pu être des nôtres ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci.